Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Comme prévu, nous avons le ministre de l'énergie, des ressources hydrauliques. Effectivement, ce matin, bonjour tout le monde d'ailleurs, nous avons le ministre d'État, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, qui est avec nous ce matin, M. Alain-Claude Villet-Bindier. D'accord, avec lui nous allons parler de quoi? Alors avec lui, nous allons aborder toutes les questions inhérentes à son secteur, du moins à son département ministériel. Vous savez que la dernière fois que nous l'avons reçu ici en décembre 2020, il y avait un certain nombre de choses dont il nous avait fait part concernant ce qu'il entendait mener comme action, notamment en rapport avec la feuille de route qui lui a été remise aussi bien sur les directives du président de la République par le Premier ministre. Et on va faire un tour d'horizon sur toutes ces questions-là. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Bonne heureuse année à vous et à votre famille. Bonne heureuse année à vous également, plein de santé pour cette année 2022. Comment vous démarrez l'année avec votre ministère? Sur quelle base? Sur de très bonnes bases, sur des bases optimistes pour l'avenir. On démarre l'année parce qu'on est parvenu à la signature de cette convention avec la SEG qui était attendue, depuis maintenant, on va dire, 5 ans. Et nous y sommes parvenus dans un contexte de mise en œuvre de la réforme voulue par le chef de l'État. Et cette convention consacre la fin du monopole de la SEG. Est-ce que cette fin de monopole est préparée? Est-ce qu'il y a déjà des autres entreprises qui sont prêtes à venir partager les compétences que la SCG nous offrait en exclusivité? Les autres entreprises existent déjà dans le secteur, mais bon, peut-être parce qu'on n'a pas non plus fait beaucoup de communication dessus, mais vous savez que le secteur de la production est libéralisé au Gabon déjà. Nous avons la Société de patrimoine qui produit l'énergie, qui vend l'énergie à la SEG, qui vend aussi à des industriels. C'est le principal fournisseur de la zone économique d'Uncock, sinon le fournisseur unique. C'est aussi un des fournisseurs de Comilog dans le Haut-Ogooué. Donc on a déjà dans le secteur de la production une concurrence qui existe, qui est installée par un opérateur gabonais. Est-ce que la fin du monopole de la SCG signifie que les populations vont oublier le calvaire qu'elles vivent au quotidien? Tout ce que nous faisons aujourd'hui comme réforme a pour objet principal améliorer l'accès des populations à l'eau et à l'électricité. C'est un principe et c'est un fait. Mais lorsque nous le disons, il ne faut pas arriver, nous ne claquons pas les doigts, nous ne disons pas que demain, il n'y aura plus de problème. Nous travaillons pour qu'il n'y ait plus de problème. Et ce travail, il se fait sur plusieurs projets qui ont été lancés également. Lorsque vous m'avez reçu, j'avais indiqué à l'époque qu'on lançait des projets importants dans Libreville, le Piepal qui a été lancé et qui aujourd'hui est en cours dans Libreville. Chacun peut voir les travaux d'Ovendo, Antoum, à Kanda, au centre de Libreville. Il y a des travaux qui prendront 30 mois, 32 mois pour certains. Et donc, à la fin de ces travaux, nous n'aurons plus de difficultés d'accès à l'eau potable à Libreville. Et c'est ça qui est important, monsieur le ministre, aujourd'hui, parce que vous nous disiez, la dernière fois que vous êtes venu ici, que lorsqu'une population n'a pas d'eau, elle n'a pas de parti politique, il n'y a que des Gabonais et des Gabonaises. Alors, à ce moment-là, moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, où en êtes-vous avec des réformes, d'abord institutionnelles, au sein de votre ministère, avec toutes les entités que vous gérez? Le secteur énergie et eau, comme d'autres secteurs, comprend à la base un certain nombre de politiques qui sont établies, qui sont portées par le ministère. Mon ministère a la responsabilité d'édicter les politiques publiques dans ce domaine. Comment produit-on, comment transporte-t-on, comment distribue-t-on l'eau et l'électricité en République gabonaise? Quels sont les principaux centres qui sont identifiés? Comment est-ce que nous organisons l'ensemble sur le territoire et quels sont les différents acteurs? Le ministère a des entités sous tutelle, CNE pour ce qui est de l'éclairage public et des fontaines publiques. Il y a également la Société de patrimoine pour la production. Il y a la SEG pour ce qui est donc de la production, du transport et de la distribution. Ce sont des organes qui existent et qui fonctionnent. Après, comme je l'ai indiqué, l'objectif, c'est vraiment améliorer l'accès des populations à l'eau potable et à l'énergie électrique. Ces réformes sont en cours. On a adopté le PAT, comme vous le savez, qui a identifié un certain nombre de projets. Parmi ces projets, nous avons la responsabilité d'accroître notre production en énergie de 250 MW d'ici à 2023. Cette production, elle se fait par des projets concrets qui ont été signés et qui sont en voie de démarrer. On a Kingué-Laval. Si Dieu le veut, à la fin du mois de mars 2022, les travaux pour Kingué-Laval vont démarrer de manière effective sur le site. On a déjà tout ce qui est préparation en amont, on a signé toutes les conventions en amont, on a signé tous les closings financiers, on a signé également le contrat de construction par un opérateur chinois. Il reste maintenant le lancement effectif des travaux au mois de mars. Une fois que Kingué-Laval est lancé, nous lançons également la construction de la centrale à gaz à Ovendo. Là aussi, c'est 117 MW qui vont être installés supplémentaires
à Ovendo. Nous avons d'autres projets dans le pipe, notamment Ngulmenjim, Dibwangi, mais aussi une centrale solaire au niveau de Mouila avec l'opérateur turc Desiba. Ce sont des projets concrets dont le lancement se fait cette année 2022 et certains travaux prendront 18 mois, d'autres prendront 40 mois. Dans tous les cas, d'ici à 2024-2025, on aura réglé en grande partie le déficit de production d'énergie qu'il y a dans le Grand Libreville. Et puis il y a l'autre pays, les autres parties du pays dont nous parlerons. Monsieur le ministre, on a comme l'impression à vous entendre que vous avez décalé un tant soit peu l'échéancier, puisqu'en 2020, vous nous parliez de 2021, 2022. Vous nous avez dit en 2020. Là, c'est maintenant 2023, 2024. Attention, non, je crois qu'on ne se comprend pas bien. Un barrage, pour le construire, ça prend 3 à 4 ans. Donc lorsque je dis qu'on lance les travaux en 2022, je ne dis pas que le barrage sera livré en 2022. Je dis que ça prendra 40 mois de construction et qu'il sera livré au-delà des 2022 de lancement. Lorsque j'avais indiqué effectivement qu'on lancerait ces travaux en 2021, il y a des impondérables que chacun peut observer sur la place mondiale. Covid-19 a eu des impondérables sur l'ensemble de l'économie mondiale. Donc nous pensions lancer les travaux en 2021, mais avec Covid-19, tout a été décalé. Là maintenant, c'est parti pour 2022, mars 2022. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a eu l'engagement du PIEPAL. D'ailleurs, récemment, vous avez lancé un certain nombre de sites à Antoum. Il se trouve qu'on connaît toujours le problème d'adduction d'eau dans des quartiers, aussi bien dans l'ancien Libreville que dans le Grand Libreville aujourd'hui, et même l'arrière du pays. Qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour que les populations ressentent qu'il y a un travail qui est fait pour améliorer leur consommation? Parce que on voit des quartiers, des anciens quartiers comme Batterie 4 qui sont toujours privés d'eau. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui, ou du moins quel est le gage que vous pouvez donner aujourd'hui aux populations, par exemple de ce quartier de Libreville, qu'il y a un travail qui est fait pour qu'il y ait une desserte normale vers leur domicile? Vous avez cité un quartier qui n'a pas d'eau. Pouvez-vous citer les quartiers qui ont de l'eau? On peut en citer, mais Donc, on arrive toujours à citer des quartiers qui sont quand même en situation de stress. C'est le train qui déraille qui intéresse l'information, c'est ça? Bien. Oui, c'est ça. Très souvent. Donc, le sujet, il est simple. Les quartiers anciens de Libreville sont des quartiers où les canalisations ont été posées il y a 50 ans. Vous annonciez faire ce travail-là pour que ça s'améliore. Et je vous ai annoncé que certains travaux prendront 20 mois. Est-ce qu'on a déjà fait 20 mois? On a quand même 12 mois. Non, je sens que vous n'êtes pas reparti sur le terrain. Donc certains travaux prendront 20 mois, d'autres prendront 30 mois, d'autres 32 mois. Ça fait un moment que je vous l'explique, mais allez sur le terrain, vous constaterez que les travaux se font. Je n'ai jamais promis qu'en 2 mois, ce sera réalisé. Après, c'est un travail qui prend du temps pour changer toutes les canalisations de Libreville. Et il faut aussi accroître la production en amont. Ça aussi, je l'ai expliqué. Le président de la République a inauguré la station, l'usine de Simgabon 2. 36 000 mètres cubes d'eau par jour. C'est un supplément qui est arrivé et qui a permis de régler en partie un certain nombre de situations dans Libreville. Certains quartiers qui n'avaient pas d'eau hier ont de l'eau aujourd'hui. On connaît encore du stress dans le 4e arrondissement, à ONG, Glace, on connaît encore des stress dans le premier avec lui. Il y a du stress hydrique également. Nous en sommes conscients et nous travaillons quotidiennement pour améliorer la situation. Le problème qu'il y a, il est lequel? Et pardonnez-moi d'être franc et ouvert et de vous dire la vérité. La vérité, c'est que toutes ces usines qui ont été construites il y a 40 ans, il y a 30 ans, c'était lorsque Libreville avait 300 000, 500 000 habitants. On n'a pas su anticiper. Et Libreville s'est développé, mais de manière tout à fait extraordinaire, dans la zone nord de Libreville, dans la zone est de Libreville, dans les Bikele, etc. Ça s'est grandement développé. Et malheureusement, on n'a pas su anticiper ni la demande, ni la production. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui dans un cadre où on est soutenu à la fois par des organismes internationaux, l'UNESCO pour l'étude sur la question de l'eau à Libreville avec le changement climatique, avec la Banque mondiale, avec la BAD, pour que les travaux qu'on fait aujourd'hui, on n'ait plus à revenir dessus dans 5 ans, dans 10 ans, mais qu'on ait une vraie projection sur les 15 à 20 années à venir, qu'on n'ait plus le problème d'eau dans Libreville. Mais il n'y a pas que Libreville. Il y a le reste du pays où on a les mêmes problématiques et pour lesquelles nous avons des solutions qui sont en train d'être mises en œuvre. En attendant la fin des travaux, vous proposez quelle alternative aux quartiers qui n'en ont pas? Voilà, des solutions d'urgence. Vous n'en avez pas pensé, monsieur le ministre? C'est-à-dire quoi, solution d'urgence? Par exemple, trouver la distribution quotidienne. Distribution. Il y a des gens qui Les vendent Mais de l'eau. lorsqu'il y a la distribution quotidienne, vous arrivez avec les caméras, vous filmez les Gabonais qui attendent et on dit mais comment un pays comme le Gabon on attend? Mais c'est ce que nous faisons au quotidien. Ça veut dire qu'on essaie de trouver des solutions alternatives qui ne sont pas des solutions définitives, elles sont alternatives en attendant qu'il y ait effectivement des solutions définitives. Mais
entre deux mondes, choisir le moindre. En ne pas avoir d'eau du tout et pouvoir livrer de l'eau de temps en temps, nous avons fait l'option de livrer de l'eau de temps en temps pour que les populations aient quand même de l'eau. Ce n'est pas la politique définitive décidée par l'État. C'est une politique transitoire, d'attente. Lorsqu'on aura fait tous les travaux, chacun aura l'eau au robinet. Alors, il y a aussi la question de la production d'électricité. On voit, là, on va parler, par exemple, du périmètre urbain en ce qui concerne l'éclairage public. Ça cause un sérieux problème à Libreville. On a des zones entières qui ne sont pas éclairées la nuit et les gens se demandent à qui incombe la responsabilité. Nous avons un problème, pas seulement à Libreville, nous avons un problème au Gabon, c'est que nos villes se sont développées sans suivre les schémas de développement des villes, les schémas urbains qui ont été définis. Si cela avait été suivi, vous auriez à la fois la route, vous auriez l'eau, l'électricité, le téléphone, Internet et bien sûr l'éclairage public. L'éclairage public incombe principalement au ministère dont j'ai la charge à travers le CNE, qui a donc la responsabilité à la fois de l'installation de nouveaux réseaux d'éclairage public, mais aussi l'entretien des anciens réseaux. C'est le CNE. Il se trouve que certaines villes, certains quartiers Libreville ne sont pas bien desservis en éclairage public. Ils ont été identifiés. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur parce que l'éclairage, c'est aussi des questions de sécurité. On a travaillé avec le ministère de l'Intérieur. Après, il faut laisser le temps au CNE de créer ces zones-là, d'installer les lampadaires. Déjà, dans les nouvelles zones de développement que nous avons identifiées et sur lesquelles l'État apporte toujours des solutions d'éclairage, vous avez la zone de Igoumier, où on a fait des extensions d'électricité et bientôt d'eau. Chaque fois qu'on fait extension d'électricité désormais, on apporte également l'éclairage public. Vous voyez ça à Igoumier, à Malibé, à Bambouchine. Il en est de même pour les autres extensions qu'on fait à l'intérieur du pays. Chaque fois qu'on pose un poteau pour faire l'extension, on pose également l'éclairage public. Alors, il se pose souvent aussi le problème de la déperdition, notamment en termes de fuite d'eau. Et on se rappelle que à la dernière émission, je suis souvent tenté de revenir sur cette émission puisqu'il y a eu beaucoup d'annonces. Il y avait eu une priorité. Vous avez placé la question de la résolution des fuites d'eau en priorité. Mais on constate une fois que vous m'avez reçu toujours ici, est-ce que vous repartez sur le terrain? On repart sur le terrain, monsieur le ministre. Si vous étiez reparti on va dans des quartiers comme à Mbowe, il y a toujours le problème de fuite d'eau. Vous allez dans des quartiers même à Libandeng. Je pense que vous ne comprenez pas bien ce que je dis et je vais peut-être réexpliquer. Merci. Lorsque vous avez quelqu'un qui prend un abonnement, on lui fait donc son branchement d'eau. Il y a ce qu'on appelle l'avant-compteur et l'après-compteur. L'avant-compteur incombe à la SEG. L'après-compteur incombe au client. Les fuites, il faut d'abord savoir de quel côté elles se situent. Avant-compteur, c'est la SEG. Ce n'est pas le ministère, c'est la SEG qui est l'opérateur à qui le ministère l'a confié. Lorsque je vous parlais des fuites d'eau, ce n'était pas celle-là. Je vous parlais des canalisations qui ont été posées, qui sont de grandes conduites, et non pas les petites conduites de distribution chez l'habitant. L'État aujourd'hui renouvelle les canalisations qui ont été posées entre l'usine de production et la distribution dans les quartiers avant le branchement à l'habitant. Le branchement à l'habitant, c'est la SEG. Donc, s'il y a de l'eau qui fuit ici et là, il faut appeler les services techniques de la SEG pour venir réparer, ou eux-mêmes, ou leur prestataire. Si c'est après compteur, vous devez vous m'appeler votre plombier pour réparer parce que vous perdez et de l'eau et de l'argent. Donc voilà, il faut vraiment faire la part des choses. Ce qui nous incombe ici, c'est les grandes canalisations qui sont enterrées à 80 cm en dessous du sol, parfois à 2 mètres selon les zones. Et ce sont ces canalisations-là qu'on est en train de changer aujourd'hui dans tout Libreville avant d'arriver au branchement chez l'habitant qui, lui, est quelque chose de beaucoup plus léger qui s'installe facilement par la SEG. Alors, on poursuit parce que c'est un chantier assez important, étant donné qu'on parle de l'eau et de l'énergie, et on sait que la plupart des populations, aussi bien à Libreville, qui concerne la majorité de la population du pays, qu'à l'intérieur du pays, on est toujours en mesure de pouvoir se poser des questions sur la distribution d'eau et d'électricité. Vous avez récemment signé une nouvelle convention pour 20 ans avec la SEG. En quoi elle est différente de la dernière ? Je voudrais d'abord indiquer que lorsque vous dites que la plupart des populations se posent ces problématiques, j'insiste à nouveau sur la question de l'urbanisation de notre ville. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'un Gabonais trouve un terrain à Malibé, lorsqu'il se construit à Malibé, est-ce qu'il a forcément la route qui va jusque là-bas?
Est-ce qu'il a l'eau avant de s'installer? Est-ce qu'il a l'électricité avant de s'installer? On pourrait vous renvoyer. Est-ce que vous travaillez de concert avec votre collègue? Je suis en train de répondre à une question, ne vous sentez pas... Non, bon, du voilà. tout, monsieur Donc, le ministre. Du tout. Je relance simplement. Vous m'avez posé une question et je tente d'apporter une réponse globale. Merci. Parce qu'on ne peut pas comprendre les problématiques d'eau et d'électricité si on ne les situe pas dans un contexte global d'urbanisation de nos villes, encore une fois. Mais c'est un problème général auquel nous sommes confrontés depuis de longues années et on tente de trouver des solutions. Lorsque je l'indique, encore une fois, si on a un projet de développement, une zone immobilière quelque part, on va développer l'immobilier, on va dire à Igoumié. Nous devrions nous asseoir autour de la table avec le ministère qui porte le secteur habitat dans le pays, le ministère des TP, le ministère de la Communication, le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Parce que chacun va apporter du sien pour que cette zone qu'on va développer demain ne soit confrontée à aucun problème. Or, malheureusement, ces synergies n'ont pas toujours existé. Et on a eu des projets immobiliers qui sortent, on dit, on va construire une cité à tel endroit, on construit la cité, et puis une fois que les maisons sont terminées, on dit, mais il n'y a pas de route pour y aller. Ah, mais il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Ça devient plus difficile d'amener l'eau et l'électricité quand la route est déjà posée, lorsqu'elle existe, ou quand les maisons sont déjà construites. C'est avant qu'il faut le faire. Donc il faut que globalement ceci soit intégré, et c'est le sens du schéma directeur qui a été étudié par notre collègue en charge de l'habitat, qui désormais fait en sorte que chacun soit autour de la table pour qu'on n'ait plus à l'avenir à rencontrer ces difficultés. Venons donc à la question de la convention. Qu'est-ce qu'elle change? Plusieurs choses. D'abord, nous avons acté dans cette convention la fin du monopole de la SEG. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que demain, si un opérateur arrive au Gabon et dit « je suis intéressé moi par la distribution de l'eau et l'électricité au Gabon », on s'assoit avec lui, on discute, on voit ce qu'il pose sur la table et on voit ce que nous posons sur la table et on signe avec lui une convention pour qu'il soit un deuxième opérateur dans la distribution. Ce secteur n'est plus fermé. Il faut savoir que hier, parce que le secteur était fermé, c'était un monopole à SEG. Même lorsque l'État construisait une mini-centrale thermique quelque part, l'État était obligé ensuite de dire à SEG, viens opérer. Demain, ce ne sera plus le cas. Demain, l'État peut construire une centrale quelque part et faire appel à candidature pour dire, j'ai construit, qui veut venir opérer et qui va me rembourser, qui va me payer tel montant. Voilà, c'est important de le comprendre. La deuxième chose qui change, c'est que par exemple, dans la première convention, la SEG ne payait pas une redevance à l'État. L'État mettait à sa disposition toutes les infrastructures d'exploitation, de distribution. Mais la SEG ne payait pas une contrepartie. Désormais, la SEG paye une redevance à l'État en contrepartie de la mise à disposition de cette entreprise des installations de l'État. Ça n'existait pas dans la première convention. L'autre élément qui change, c'est que désormais, vous avez parlé beaucoup de la question de la qualité de service et c'est essentiel. Ouais. Sur la qualité de service, l'État met en place un cahier de charges à la SEG pour dire voici tes obligations et voici les obligations de l'État. Mais il y a un régulateur, une agence de régulation qui va donc s'assurer que la SEG remplit ses missions conformément à son cahier de charges. Mais il y a ce qu'on appelle le règlement de service qui, lui, va être élaboré entre l'État, la SEG, en associant les associations de consommateurs qui, pour la première fois, vont être impliquées dans l'élaboration du règlement de service. Autrement dit, à quel niveau, par exemple, la SEG peut-elle poser son compteur par rapport à ma maison? Aujourd'hui, on a des compteurs qui sont posés à 2 km d'un domicile. Ce ne sera plus possible. Il faut déplacer tous ces compteurs pour les rapprocher du domicile. Ce qui change également dans cette convention, c'est que la SEG est un opérateur important, historique. C'est 2000 employés aujourd'hui, 2000 agents, avec une réelle expertise. Nous ne jetons pas tout ça à la fenêtre, nous le confortons au contraire. Et ce qui change, c'est que désormais, dans cette convention, il y a un accent particulier qui est mis sur les ressources humaines, la formation. Avec Veolia, on a beaucoup négligé la formation. On a privilégié la rentabilité immédiate. Là, nous sommes Gabonais. C'est une convention rédigée par des Gabonaises et des Gabonais, des experts nationaux. Cette convention met un accent sur ce qui est national. Donc, voilà des éléments précis qui vont demain améliorer l'accès des compatriotes à l'eau et à l'électricité. Est-ce qu'il y a eu une réflexion aussi autour de l'éventualité de la révision des coûts des produits? Voilà, les prix, oui, les prix de la consommation qui sont énormes, monsieur le ministre. Et puis l'affaire du compteur que tu achètes et puis après ça repart à la SEG. Le compteur est aujourd'hui encore, le compteur est une propriété de la SEG. Hein. C'est exactement comme si vous décidiez que bon, vous avez un produit et que pour ce produit, malheureusement pour l'amener jusque chez l'habitant, c'est votre outil que vous mettez à disposition en location chez l'habitant. Donc le compteur, s'il est votre propriété, qu'est-ce que vous en faites?
Vous faites quoi d'un compteur qui vous Je peux me appartient? déplacer à chaque fois que je change de domicile, monsieur le ministre. Oui, mais pour être branché à la SEG. Oui. Voilà, donc vous ne pourrez Ou pas un avoir nouvel le compteur. opérateur, selon l'offre qui est désormais sur la table. Lorsqu'il y aura un nouvel opérateur, à ce moment-là, le problème se posera différemment. On verra comment on gère la question de... Oui, mais monsieur le ministre, il faut déjà régler le problème parce que l'opérateur est susceptible d'arriver vu la nouvelle convention. Mais c'est ce que je vous indique. Le problème est déjà posé. Une Voilà. fois que l'opérateur sera là, ces problématiques vont être réglées avec des discussions autour de l'opérateur. On ne peut pas aujourd'hui indiquer que chaque Gabonais est propriétaire de son compteur. Ce n'est pas utile. Parce que votre compteur, sans le branchement SEG, ne vous sert à rien. Il ne vous sert à rien et vous ne pouvez pas aller en magasin, acheter un compteur et ramener. Les compteurs sont fabriqués de manière spécifique pour les opérateurs. Dans les pays du monde entier, on n'utilise pas l'électricité de la même façon. On n'a pas les mêmes codes d'électricité. Donc, les compteurs sont calibrés aussi en fonction de l'énergie qui est produite et de comment c'est distribué. Donc, c'est pour cela qu'il ne peut pas être une propriété où chacun achète au supermarché. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai perdu un peu le fil parce que vous avez posé une question sur... Oui, ma Les question. coûts. Sur les coûts. Alors, le problème des coûts aujourd'hui, vous dites que c'est très élevé, mais si l'État n'intervenait pas pour la maîtrise des coûts, ça serait encore plus élevé. Et dans cette convention, on a indiqué qu'il faut que les coûts soient le plus proches possible des coûts réels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, la production de l'énergie, le kilowattheure, il sort à 80 francs, vous ne pouvez pas le vendre en dessous de 80 francs. D'abord, ça fausse la concurrence et les règles du marché n'autorisent pas cela. Vous êtes obligé de le vendre au-dessus. Aujourd'hui, parce que l'État veut que les coûts soient bas pour les populations, l'État a maintenu dans la convention le prix pour les ménages économiquement faibles. Les autres vont être indexés au cours du marché. Est-ce que... Attends, monsieur le ministre, l'État est actionnaire à des parts d'actions dans la SCG. Oui. Vous retirez le monopole à la SCG, vous faites certaines réformes. Est-ce que ce ne sera pas un manque à gagner pour l'État gabonais? Non, ça ne sera pas un manque à gagner parce que sur le domaine de l'eau et de l'électricité, il y a deux rentabilités qu'il faut calculer. D'accord. Il y a la rentabilité économique et financière, bien sûr, pour l'État actionnaire, mais aussi pour les actionnaires privés. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même 49% du capital SCG détenu par les actionnaires privés. Et puis une rentabilité économique et sociale. Quand l'État maintient les coûts assez bas, c'est une rentabilité sociale que l'État recherche. Et donc ce que l'État gagne derrière, c'est l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Donc ce qu'il perd d'un côté au plan financier, il le gagne de l'autre au plan social. Est-ce qu'il y aura forcément la compétitivité lorsqu'on on pourrait être dans une situation où l'État conçu des infrastructures et les met à disposition des opérateurs, ou l'opérateur lui-même conçu ces infrastructures? Est-ce que l'État parviendra à équilibrer la balance pour le consommateur? Ça me rappelle un peu les questions qui se posaient lorsqu'on a libéralisé le secteur de la téléphonie mobile au Ce Gabon. sont des craintes, monsieur le ministre. Je réponds à votre question. Ces craintes-là s'exprimaient lorsqu'on a libéralisé. Il y avait une étude célèbre de la Banque mondiale à l'époque qui disait qu'il n'y a pas de place au Gabon pour libéraliser la téléphonie mobile parce qu'il n'y a que peut-être 80 000 ou 90 000 abonnés. Nous sommes 3 millions d'abonnés aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, allons-y, on va voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas, on revient. Monsieur le ministre, on ne peut pas faire le pilotage à Non, vue. c'est On est pas un gouvernement. Non, c'est pas du pilotage à vue. Non, attention, c'est pas du pilotage à vue. Lorsqu'on libéralise un secteur, on le maîtrise. On a libéralisé parce qu'on a étudié le secteur. Le secteur a été étudié sur le plan de la production, sur le plan de la distribution. Et on sait qu'il y a de la place aujourd'hui pour les opérateurs. Après, quand je dis on verra, c'est qu'est-ce que l'opérateur va proposer au gouvernement comme solution. C'est ça qu'on va étudier. Mais le secteur, on n'a pas libéralisé comme ça. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ça sur ma table, hein. Ça fait 5 ans que les Gabonais travaillent dessus. Je suis arrivé, j'ai trouvé ce dossier. On a mis un accent particulier. On a mis un focus dessus. On a mis des experts gabonais, attention, de différents ministères. Les PPP, l'économie, le budget, l'énergie, la primature, la présidente de la République. Donc tous ont travaillé pour arriver à cette solution. Ce n'est pas le ministre d'État Billy Binzé qui s'est assis dans son coin pour décider ça. On a associé la SEG, on a associé la Société de patrimoine, on a associé l'ARCE, on a associé le CNE. Tout le monde a travaillé. Ce sont quand même des compatriotes qui ont fait des études pour cela. Je n'ai aucune raison de douter leur capacité à produire un travail pour préserver l'État gabonais et satisfaire les populations. Oui, Moi, vas-y. pour les futurs grands projets, est-ce que vous avez déjà lancé un appel à candidature pour les entreprises autres que la SEG? Par exemple, sur la question de l'électricité rurale, nous avons lancé il y a bientôt un an, un avis à manifestation d'intérêt. Un opérateur français s'est manifesté et nous avons finalisé avec lui des discussions. Nous attendons là le hockey de la présidence ou de la primature et de la primature pour pouvoir signer avec cet opérateur. Quelle sera sa mission? Sa mission sera d'amener l'électricité solaire dans les zones rurales, non urbanisées et dans les zones très éloignées des centres urbains.
pour pouvoir permettre aux populations d'avoir l'électricité, d'avoir l'eau également, parce qu'une fois qu'on a l'électricité, on a l'eau. Donc ça a été fait, madame, grâce à la libéralisation du secteur. Nous sommes en train de finaliser avec un autre opérateur, OSAR, pour des mini-centrales solaires, Anjolé, Medoune, Minvoul. Oui, Anjolé, j'ai vu. Bon, voilà. là, vous avez anticipé sur ma prochaine question. Mais Anjolé, j'ai vu. Voilà, Anjolé, Mekambo, Batouala, Ndangui, Aboumi, toutes ces petites zones reculées, on va faire ce qu'on appelle le mix énergétique entre le solaire et le thermique. Et dans d'autres endroits, il n'y aura que le solaire, parce que ces endroits-là ont une bonne exposition et ne sont pas très peuplés. Donc, on va avoir des mini-centrales solaires, tout comme le solaire en kit pour les domiciles. Monsieur le ministre, le président de la République... Donc, je vous ai cité déjà 2 opérateurs autres que la SG, madame. Voilà. Le président de la République est un acteur de premier plan sur les questions d'environnement. Et c'est des questions qu'on n'entend vraiment pas parler du côté de votre ministère. Je ne sais pas si c'est que des questions que vous négligez ou bien vous êtes en train de travailler dessus. Quelles sont vos politiques pour les énergies renouvelables et la protection de l'environnement? Je viens de vous indiquer, par exemple, le mix énergétique. Oui, tout à fait. Bien. Lorsque je dis, nous avons adopté au ministère la politique zéro diesel. Zéro diesel veut dire qu'à prochain horizon, nous allons démanteler toutes les centrales thermiques très polluantes qui existent. Nous venons de refuser qu'un opérateur qui nous proposait une solution très intéressante, mais le fuel qu'il proposait, c'est le fuel lourd. On ne peut pas, aujourd'hui au Gabon, accepter le fuel lourd dans la pollution de l'énergie. Donc nous sommes également respectueux de la question de l'environnement dans ce secteur-là, où nous privilégions l'hydroélectricité, qui est une énergie très propre et qui est durable, bien sûr. Le gaz, parce que bon, quoique fossile, il est propre. Oui, mais la centrale thermique d'Alina Kiri, il y a les populations qui habitent à côté. Non, mais là, vous posez deux problèmes différents. Là, c'est l'exposition des populations, non. Là, l'emprise a été bien étudiée par l'opérateur qui a installé le pipe, c'est Perenco, qui l'a fait à l'époque avec l'assistance de l'État. Et malheureusement, comme souvent, et comme toujours, les populations sont installées quasiment parfois au-dessus même du pipe, ce qui pose de vrais problèmes. Nous avons mené une étude sur le terrain, nous avons été sur le terrain, et les opérations seront engagées dans les prochains mois pour que les Gabonais et les Gabonaises respectent un peu ces questions-là. On ne peut pas s'amuser avec une installation de cette nature, où des gens ont construit à moins de 5 mètres d'un pipe, certains même ont construit leur barrière au-dessus du pipe, ce n'est pas possible. Donc voilà, là il y a d'un côté la question de l'environnement, mais il y a de l'autre côté la question de l'exposition au danger. C'est ces deux situations que nous gérons. Alors, vous venez de parler parce que je lis en filigrane dans vos propos l'idée d'une transition écologique en ce qui concerne la production de l'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que dans 50 ans, le Gabon sortira complètement du thermique? Enfin, ça paraît encore un peu brumeux parce que quand on connaît la forte dépendance de nos villes par rapport au thermique. Non, ce n'est pas du tout brumeux. L'essentiel de la production au Gabon aujourd'hui, quand vous voyez Poubara 1, c'est de l'hydro, Poubara 2, c'est de l'hydro, Grand Poubara, c'est de l'hydro. Si vous prenez Kingele, Chimbele, c'est de l'hydro. Donc les premières grandes centrales au Gabon, c'est de l'hydro. Après, il y a les thermiques à gaz qui sont propres. Ce n'est pas demain qu'on va arrêter de produire dans ce domaine-là, d'autant plus que là, le Gabon découvre chaque jour des réserves de gaz. Donc, on va continuer à exploiter les thermiques à gaz qui sont propres. Ce qu'on va abandonner progressivement, c'est le gazole. Et ce qu'on a déjà abandonné, c'est le fioul lourd. Donc, progressivement. Une fois que toutes les centrales seront entrées en production, je parle de Kingel-Laval, de Dibouangui, de Ngoulmenjim, peut-être que demain on reprendra Feu2 et Impératrice. Une fois que tout ceci est repris, on va démanteler progressivement. Peut-être pas démanteler, mais on va mettre en réserve, parce que s'il y a un incident, on peut redémarrer ces centrales-là pour pouvoir traverser une zone accidentogène. Alors, il y a Dernière question. Déjà. Alors, il y a aussi la question de l'eau qui est importante parce que vous avez bien fait de souligner le fait qu'il y a des tractations qui ont été faites avec un opérateur pour ce qui concerne la conduite d'électricité dans les zones reculées ou bien en milieu rural. La question de l'accès à l'eau potable pour les populations villageoises reste quand même entière au niveau de notre pays. Est-ce qu'il y aura à nouveau le redémarrage des forages, des hydrauliques villageoises? Est-ce que c'est en perspective, monsieur le ministre? Mais c'est en cours, c'est en train d'être fait. Nous sommes en train de renouveler un certain nombre d'installations et d'en créer d'autres dans le cadre de l'activité du gouvernement. Le Premier ministre a décidé d'un plan d'urgence et nous sommes en train de le mettre en œuvre. À l'heure où je parle, il y a une délégation du secrétaire général du gouvernement qui parcourt le pays pour vérifier où en sont ces différents chantiers. Mais il faut que l'autre question se pose. Est-ce qu'on va pour longtemps encore amener l'hydraulique villageoise sans que personne ne paye quelque chose?
pourquoi la population qui vit à Libreville, dans les centres urbains, et qui a l'eau, paye son eau, et lorsque l'État amène l'eau dans un village, personne ne paye l'eau. Pourquoi? Donc cette question doit aussi se poser dans les prochains mois pour regarder comment est-ce qu'on apporte des solutions, mais comment la population y contribue, comme c'est le cas ailleurs, contribue au moins pour l'entretien des ouvrages. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a construit un forage dans un village. On l'a équipé d'une pompe. Mais parce qu'il a manqué un joint qui coûte parfois 7 000 francs ou 13 000 francs, la pompe va être en panne pendant 6 mois, 7 mois, et se rouiller. Parfois des années. Parfois des années parce qu'il y a un joint qui a manqué. Mais le ministère, installé à Libreville uniquement parce que le ministère n'est pas à l'intérieur du pays, nous sommes qu'à Libreville, partir de Libreville, faire des frais d'émission à des agents avec un véhicule pour aller réparer une pompe à Menkambo pour un joint, rien que les frais de mission auraient pu réparer la pompe et même faire une autre pompe. Donc c'est ça qu'il faut arriver à régler demain et voir comment on transfère ceci aux collectivités locales. Ce sont des opérateurs de l'État, ce sont des structures décentralisées. Si on a installé une pompe à Bicondom, pourquoi voulez-vous que le conseil départemental d'une thème ne s'occupe pas de l'entretien de cette pompe? On a installé une micro-adduction d'eau à Awa sur 3 km, mais chacun a l'eau gratuitement à Awa. Et lorsque la pompe est en panne, c'est l'État qui doit les réparer. Pourquoi ne pas imaginer un mécanisme où chacun va contribuer pour pouvoir ensuite avoir un petit fonds pour entretenir ce forage? Donc ce sont des idées sur lesquelles nous sommes en train de travailler et dans les prochains mois, nous soumettrons au gouvernement, si Dieu le veut, des propositions. Monsieur le ministre, 2 questions des auditeurs. Est-ce qu'un Gabonais lambda en plein Libreville peut installer ses panneaux solaires et ça pour sa propre consommation? Et une autre question, que je n'ai pas l'eau, mais on m'envoie toujours la facture de la SCG. Alors, ces deux problématiques, on voit des gens qui installent des panneaux solaires. Il faut savoir que ceci est illégal pour le moment, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Tout comme les groupes électrogènes. Pour le moment, parce que nous savons qu'il y a des problèmes d'accès à l'énergie durable et à tout moment, nous fermons un peu les yeux, mais c'est illégal. Lorsque demain on aura totalement réglé la question des opérateurs, ce sont les opérateurs qui vont pouvoir installer les panneaux et qui en répondront, parce qu'il y a des questions d'assurance, il y a des questions de qualité de service et qui donc en répondront. Pour ce qui est donc de l'eau, oui, la SCG va être amenée à changer ces différents compteurs, parce qu'aujourd'hui, les compteurs dont ils disposent peuvent continuer à tourner même s'il n'y a pas l'eau. Et ce qui fait que la facture, effectivement, augmente. C'est un souci et qui sera réglé dans le cadre de la convention actuelle. Une dernière question. Et là, la dernière question, elle sort un peu du cadre de l'eau et de l'électricité. Un peu de politique. Le chef de l'État a dit aux Gabonais qu'il sera là, comme il a été depuis. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une phase où le président... D'abord, comment vous appréciez cette annonce du chef de l'État? Est-ce qu'on peut croire qu'il s'agit d'une déclaration de candidature? Mais moi, je n'ai pas à commenter les annonces du chef, sinon à les soutenir. Donc, s'il dit « je suis là, je serai là », c'est clairement une annonce de candidature. Et le jour où il proclame sa candidature, tous ceux qui, comme moi, le soutiennent, vont s'y engager. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous êtes derrière lui en 2023? Vous avez un doute dessus? Je pose des questions. Je vous retourne la question. Merci, monsieur le ministre d'État. Merci, monsieur le ministre. On rappelait qu'on recevait le ministre d'État. Oui, ministre d'État, j'ai bien dit. Voilà. J'étais en train de respirer. Laisse-moi respirer. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Et allez les panthères pour aujourd'hui. Hein. Ah oui, voilà. Vous êtes derrière les panthères. Mais toujours. Malgré les petits problèmes. Genre. Toujours. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un match, c'est une entrée en compétition de notre pays. Il rentre en compétition. Et donc, il a besoin du soutien de l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais. Peu importe les petits problèmes qu'il y a, gagnons d'abord, on réglera les problèmes après. D'accord. Merci, monsieur le ministre. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci de m'avoir invité. Bonne journée. Urban FM 104.5.